Donc je voudrais commencer juste par vous présenter succinctement en fait, qu'est-ce que c'est que cette, association qu'on appelle, Aux Actes Citoyens. Anne-Charlotte, qui est là ce soir en vidéo on que nous voyons. Anne-Charlotte et moi, on a eu l'envie, pendant le premier confinement, parce que bientôt je pense qu'on ne les comptera plus, de créer, une une association, enfin c'est pas venu à nous tout de suite, mais en tout cas de regrouper les citoyens et les citoyennes qui, comme nous, ressentent que le modèle actuel de société s'essouffle et ne permet pas de répondre aux questionnements du monde présent, mais surtout au monde de demain. Moi, à titre professionnel, je travaille dans la transition écologique et sociale des entreprises. On a eu l'idée de fédérer, de rassembler les gens qui partageaient un certain nombre de valeurs et de convictions à ce sujet dans cette association. Parce que bien souvent, ce qu'on constate, c'est que on sent bien qu'il faut changer, mais on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être nous aussi contribuer à créer un espace de parole, de partage. Et donc on s'est donné trois missions, trois objectifs. La première, c'est déjà de nous réunir et de fédérer une communauté. La deuxième mission, c'est de nous nourrir, hein, parce que la première étape du changement, c'est bel et bien de comprendre pourquoi il faut changer, quels sont les enjeux, de savoir où l'on va. Donc il faut acquérir de nouvelles connaissances sur tout un tas de sujets, parce que la question de la transition écologique et sociale est complexe et à l'intersection d'absolument tous les métiers, tous les territoires et tous les types d'acteurs, citoyens compris. Et donc c'est dans ce cadre que s'inscrivent nos conférences mensuelles. L'idée, c'est de vous apporter des éclairages sur des sujets très divers pour l'instant, et puis on verra si on a envie d'en creuser certains ou pas. Et puis troisième mission, alors on commence à se structurer là-dessus, mais c'est que derrière, à l'issue quelque part de cette montée en compétences collectives, on puisse s'atteler concrètement à des projets. On en a identifié trois qui, pour nous, nous tiennent très à cœur et sur lesquels on aimerait s'investir. Si vous avez envie de co-contribuer à ça, vous n'hésitez pas. On a mis nos petites adresses mail. Vous nous en contactez par un moyen ou un autre. Le premier, et c'est pour ça qu'on se voit ce soir, c'est la question de comment on fait pour lutter contre l'artificialisation des sols. Un sujet qui est ressorti assez massivement dans la Convention citoyenne pour le climat qui a été lancée il y a 1 an et demi et qui a rendu ses conclusions à l'été dernier. Deuxième sujet, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on attaque les entreprises, enfin, on essaye de sensibiliser, d'accompagner la transformation des entreprises et c'est super, mais qu'on pourrait aussi faire beaucoup de choses en termes de pédagogie et d'éducation au niveau des écoles, des collèges et des lycées. L'idée, c'est de développer des matériels qui n'existent pas encore et qui peuvent servir à la fois pour les enfants et pour le corps enseignant. Et troisième projet sur lequel on aimerait se pencher, c'est aujourd'hui, voilà, les modèles d'entreprise qui existent sont figés, ne sont pas forcément les modèles de demain. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des modèles d'entreprise, dans la création même d'entreprises, qui intègrent davantage le partage de la valeur et tout un tas d'autres valeurs que nous voyons fleurir en ce moment. Donc voilà, vous savez à peu près où on a envie d'aller. Maintenant, la route est encore longue. Et donc, la conférence de ce soir, euh, s'inscrit dans la thématique, enfin dans ce projet numéro 1 qu'on travaille depuis déjà quelques mois, donc de lutte contre l'artificialisation des sols. Et vous vous dites, oui, bon, je ne comprends pas très très bien le lien logique, on va y venir, en creusant un peu cette question de l'artificialisation des sols et en n'y connaissant rien au départ. On s'est rendu compte que c'est un sujet très complexe, aux enjeux multiples et qui brasse des disciplines très variées, au rang desquelles, évidemment, on va penser aux enjeux économiques, mais également démographiques, sociologiques, culturels, politiques, bien sûr, agricoles. Et au milieu de tout ça, et ben forcément, à un moment donné, il y a des questions d'urbanisme, il y a des questions de bâti, et donc il y a l'architecture. Et on s'est rendu compte que les métiers de l'architecture aujourd'hui sont directement en prise avec ces enjeux multiples, et dont Madame Vezzoni va nous parler dans quelques instants, qu'il s'agisse de repenser ou réinventer la ville de demain, repenser les espaces selon des usages et peut-être des usages nouveaux, et des usages présents, et en tout cas anticiper les usages de demain, répondre à nos désirs d'humains qui ne sont
parfois contradictoires et assez paradoxaux, d'envie de quitter les villes pour réinvestir les campagnes, mais quand même, il faut préserver la nature. Réaménager aussi tous ces territoires par rapport aux enjeux démographiques qu'on voit fleurir tous les jours, économiques, sociologiques. Et on y reviendra, je pense, dans de multiples conférences, mais un des sujets clés aujourd'hui plus que jamais et qu'il sera dans les années futures, c'est bel et bien la question de l'allocation des terres. Si demain on a une parcelle lambda, mais qu'est-ce qu'on fait dessus? Est-ce qu'on construit une usine? Est-ce qu'on met des éoliennes? Est-ce qu'on replante des forêts? Est-ce qu'on fait des habitations? Voilà. Donc ça, c'est que faire de nouvelles surfaces non artificialisées pour l'instant et que faire des surfaces artificialisées aujourd'hui. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a sollicité la précieuse intervention de Madame Bezzoni. Je ne la connaissais pas avant de lire une tribune qu'elle a publiée dans le journal Le Monde en mai dernier et que m'a poussé mon acolyte, my partner in crime dans cette association, Anne-Charlotte. Et donc déjà, je vous remercie vraiment très très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation sans nous connaître. Et donc ça, je vous remercierai jamais assez. Quelques mots sur Madame Vezzoni qui va effectivement ce soir nous partager sa vision de l'architecture, une vision dans laquelle elle fait rimer écologie, économie et esthétique. Madame Vezzoni a un palmarès impressionnant. Je crois que si je l'avais su avant, je n'aurais pas osé vous contacter. Vous donner quelques bribes de son parcours. Elle est membre titulaire de l'Académie française d'architecture. En 2013, elle a été nommée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. En 2015, elle a reçu le prix de la femme architecte de l'année. En 2017, elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur et pas plus tard qu'en 2020, elle a reçu la médaille d'or de l'Académie française d'architecture. Voilà, nous avons quelqu'un, vraiment un invité d'honneur ce soir. Donc ces prix, évidemment, viennent distinguer son travail qui est remarquable. Je vous invite à aller voir son site et tout ce qu'elle fait, qui est vraiment à la confluence des enjeux sociaux, environnementaux et architecturaux, esthétiques aussi. Donc, sans plus attendre, je vais lui céder la parole et juste vous donner un aperçu de comment va se dérouler la conférence. Je vous propose qu'on écoute Madame Vezzoni pendant une heure à peu près. Elle va nous partager son propos et je ne déflorerai pas le sujet et on se garde une demi-heure pour un temps de questions-réponses. Si vous avez déjà des questions qui vous viennent pendant l'exposé, appelons-le comme ça, mettez-les dans le chat et après, si vous avez envie, je vous invite vraiment à rallumer vos caméras et à interpeller en direct Madame Vezzoni pour que ça soit un échange vivant. Si vous n'avez pas envie, je serai le modérateur, mais si vous avez envie, vraiment, ne vous bridez pas. J'arrête de partager. Corinne, c'est à vous. Bonsoir à tous. Donc, merci Mathilde. Et puis, je suis ravie de toute façon de participer à ce genre de débat parce que je pense que les architectes, on a tendance à vivre un peu dans un entre-soi, c'est-à-dire qu'on parle d'architecture souvent entre nous et on a du mal à la valoriser à l'extérieur ou à communiquer sur qu'est-ce que l'architecture et comment on compose. C'est un sujet très difficile à expliquer et souvent on reste entre nous. Alors les sujets de société sont des sujets qui sont plus faciles à aborder et à partager, mais tout ce qui est de l'ordre de la composition, de l'harmonie, de la proportion, de la lumière, c'est beaucoup plus difficile. Donc je trouve toujours important de porter ces sujets-là à plus large échelle et autour de moi, de manière la plus pédagogique possible, parce que je sais que c'est assez difficile à faire passer en plan et en coupe. Mais en tous les cas, je vais partager l'écran. Ce que je veux dire en priorité, c'est que mon travail d'architecte, évidemment, parle de toutes ces questions de composition, mais parle aussi de lorsqu'on intervient dans un site, et bien forcément, il faut faire avec ce que l'environnement nous propose. Et je suis une architecte qui travaille essentiellement sur la question du contexte. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a deux manières d'aborder l'architecture, pour faire simple. Déjà, de manière la commande publique et la commande privée. J'ai fait le choix de la commande publique, c'est-à-dire toutes les compétitions
qui sont livrés sur la France et ailleurs et à l'étranger. Donc, la commande publique concerne tous les bâtiments qui sont à investissement public, que ce soit au niveau des collectivités, des ministères, de l'État, donc les universités, les musées, les lieux d'enseignement, hospitaliers, de recherche, etc. Et ça impose la compétition, évidemment, de se remettre en cause à chaque fois, de se remettre en question. C'est la voie la plus difficile, mais qui nous permet de progresser, d'évoluer et de nous poser des grandes questions, à mon sens, de société et des grandes questions de qu'est-ce qu'on propose à la collectivité, parce que ce qu'on va construire, évidemment, on le construit pour de nombreuses années et on l'impose à la ville et à la cité et aux habitants pour de nombreuses années. Donc c'est un acte qui est un acte fort, puissant, grave, et on l'oublie un peu. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi la commande publique et non la commande privée. Je commence à en faire un petit peu, mais du fait de notre visibilité, on peut se permettre d'imposer davantage parce qu'on on a une certaine notoriété. Mais sinon, malheureusement, en France, la commande privée a eu tendance, pas dans toutes les villes, à, à à faire un peu ce qu'elle voulait dans la production de logements et de bureaux, et souvent avec une certaine forme de médiocrité. Et c'est bien triste parce que on sait qu'on a la possibilité d'imposer aussi la qualité à ce type de production, donc la production de logements et de bureaux essentiellement. Et c'est quand même ce qui fait l'essentiel des villes, l'essentiel de la production des villes. Et ce ne sont pas les bâtiments atypiques qui font la ville. Alors, donc, en préambule, je voulais vous présenter donc cette manière que j'ai eue d'aborder le sujet par la compétition, qui m'a permis, qui est une voie plus difficile, mais qui permet de grandir, à mon avis. Et, et puis, le sujet, c'est le sujet du contexte. C'est-à-dire que je travaille en prenant cas à chaque fois du site qu'on me propose et en essayant de puiser toutes les composantes de ce site, positives ou négatives, parce qu'il y a des sites parfois extrêmement fragilisés, mais qu'on peut révéler d'une autre manière. Il y a des sites qui sont très puissants et sur lesquels on peut se permettre d'affronter le site. Il y a un contexte social parfois qui est important à prendre en compte selon le projet qu'on me propose. Eh bien, je vous donne un exemple. J'ai réalisé un bâtiment, un concours. J'ai gagné un concours d'archives départementales dans un quartier extrêmement paupérisé où il n'y avait pas d'espace extérieur ni de jardin et il y avait énormément de logements sociaux sans parc. Et la commande qu'on me demande, c'est de faire des archives départementales et une bibliothèque sur 2 terrains. Et je propose d'installer les 2 programmes sur un seul terrain, de les superposer et de libérer un jardin. Et ça, c'est le contexte qui me l'a donné, cette solution. C'est que je me suis dit, ce quartier, qu'est-ce que mon projet, qu'est-ce que notre bâtiment va pouvoir apporter à ce quartier? Et je propose, en superposant les 2 programmes, de libérer un jardin qui devient un jardin public, qui est entretenu par le bâtiment que je construis et qui va être ouvert au public. Et brusquement, le projet a une utilité au-delà de sa mission première qui est de conserver et d'accueillir des bouquins, des livres et des lieux de recherche pour les archives. Eh bien, j'offre autre chose aussi qui ne m'est pas demandé à l'origine, au moment du concours. Je gagne le concours d'une certaine manière un peu aussi grâce à ça, mais je réponds à autre chose que la question qu'on m'a posée. Et je pense que notre rôle, c'est aussi ça, c'est de pousser le bouchon un peu plus loin pour essayer de contribuer à la vie de la cité et à la construction de la cité. Alors là, c'est un exemple que je vous donne. Il y avait ce manque dans ce quartier-là, mais j'en ai des quantités. Je vous en proposerai un ce soir, qui n'est pas du tout sur le même sujet, mais qui est un lycée à Marseille, qui sera l'exemple que je vais vous proposer ce soir, où là, c'est un tout autre quartier et je vous en parlerai. Alors, en préambule, je vais partager l'écran parce que je vais vous parler de cette question des terres, de l'économie des terres.
Alors, je vais partager. Attendez, je vais le mettre en plein écran. Vous me dites si vous voyez bien, si tout le monde voit bien. Voilà. Alors, le premier sujet qui va en préambule de cette présentation de projet, c'est la question de la rareté de plus en plus présente de nos terres agricoles en particulier, avec le constat qui est de dire que depuis une cinquantaine d'années, même je dirais depuis l'après-guerre, on va dire, donc en réalité, 50, 60 ans, c'est pas énorme dans l'échelle de la ville, c'est rien du tout. En très très peu de temps, il y a eu un dérapage que n'ont pas connu les villes des siècles précédents. Et ce dérapage est dû, bon, on va dire, à l'après-guerre, où il y a eu la période de reconstruction, à l'arrivée en France des rapatriés d'Algérie, qu'il a fallu loger très rapidement, et où, alors, je ne l'ai pas dit en préambule, mais le siège de mon agence s'est installé à Marseille. J'ai choisi de rester dans cette ville qui a construit mon imaginaire, du moins la Méditerranée, pas Marseille, mais du moins la Méditerranée. J'ai été élevée dans différents pays méditerranéens et ça a construit mon imaginaire. Donc, les rapatriés d'Algérie, Marseille a été extrêmement concernée par ces sujets-là. Il a fallu construire vite. Donc, c'est le départ, cet afflux de population, et puis aussi l'après-guerre, reconstruire les villes. Et puis, il y a l'arrivée également de l'énergie facile, le pétrole, qui a permis à toute une génération d'accéder à la voiture à relativement bon marché, possibilité de déplacement bon marché avec un pétrole bon marché, le prix du carburant bon marché à cette époque-là, et la construction des autoroutes et des grands tracés qui traversent la France dans ces années-là, qui permettent d'aller très loin. Le fait de pouvoir aller très loin et d'avoir des moyens de déplacement faciles a incité les populations à aller s'installer et habiter en périphérie des villes, plus loin de la ville-centre, puisqu'elles peuvent très facilement, grâce aux autoroutes, rejoindre la ville-centre et venir travailler à la ville-centre facilement. D'où l'installation des lotissements. C'est la troisième image que vous voyez. L'installation des lotissements qui ont amené des populations à s'installer de plus en plus loin. Alors Paris a connu ça à l'extrême, de plus en plus loin de la ville-centre, avec évidemment un pavillon et un petit lopin de terre, une petite surface de terre à côté, autour. Donc le rêve de toutes les familles françaises à cette époque-là et qui est encore actuel aujourd'hui, d'autant plus avec ce qu'on a connu du confinement. C'est un grand sujet qui revient avec le fait d'avoir déplacé ces populations en périphérie. Évidemment, le commerce doit suivre et à ce moment-là, les supermarchés, les grandes surfaces, les grandes zones commerciales s'installent en périphérie des villes, proches de ces lotissements, souvent sur des noyaux, tout le temps quasiment sur des noyaux de distribution très aisés d'accès, évidemment, proches des autoroutes, des bretelles qui les desservent très rapidement. Ce qui fait que les gens se déplaçaient en voiture et se déplacent encore pour faire leurs courses, pour aller chercher leur baguette de pain. Donc ça, c'est le constat. Ce qui a amené, malheureusement, à ce constat des 9% de sols artificialisés, de la perte tous les 10 ans de l'ordre de la surface d'un département français, ce qui fait, vous le voyez ici, 420 km² de terres agricoles qui disparaissent par an, ce qui n'est pas rien. J'ai mis en vis-à-vis une couverture d'un Télérama d'il y a plus de 10 ans, je crois, mais donc déjà là, on parlait de ce sujet. Halte à la France moche, parce que malheureusement, évidemment, en corrélation à ça, se sont développées des périphéries de piètre qualité. Alors, on voit là une espèce de vis-à-vis. Alors, on aurait pu choisir d'autres villes. J'ai choisi l'Allemagne parce que je pense que c'est assez caractéristique. L'Italie et l'Espagne sont de toute façon plus proches de l'Allemagne que de la France,
avec les pourcentages de surface commerciale. Vous le voyez, en Allemagne, il y a 33% d'espaces commerciaux dans le centre des villes, il n'y en a que 13% en France. Et à l'inverse, en périphérie, 33 en Allemagne et 62 en France. Et ça, c'est un réel problème, sachant que, alors Mathilde m'avait proposé qu'on fasse un autre débat sur ce sujet-là, ça ne sera pas le débat de ce soir, mais sachant que toutes ces surfaces commerciales ont tendance progressivement à poser problème parce qu'elles vieillissent très mal, elles sont souvent très mal construites, elles ont consommé des terres agricoles à outrance puisqu'elles s'installent la plupart du temps sur des zones plates, sur des terrains donc agricoles, des surfaces plates, parce que évidemment c'est plus facile à construire, installer des parkings à plat, des marais de voitures à plat, consommer du sol à cette époque-là, c'était pas un problème. Et très souvent, c'était donc sur des terrains agricoles, souvent de bonne qualité de terre, de bonne qualité de productivité, mais qui évidemment sont très faciles à construire. Elles ne se sont pas installées sur des zones en pente, sur des collines, elles n'ont pas essayé de superposer les surfaces de parking, puisque le terrain était très peu cher. C'était des agriculteurs qui vendaient ça pour pas grand-chose. En région marseillaise, sur la métropole, on a la plus grande surface commerciale de France qui s'appelle Plan de Campagne et qui avait acheté pour vraiment une somme modique des surfaces colossales, des hectares et des hectares de terres agricoles que les agriculteurs étaient tout contents de pouvoir vendre. Donc, c'est un autre sujet, mais c'est un vrai sujet pour ces friches qui seront nos friches. Autant la France a eu au XXe siècle des friches industrielles avec des qualités de bâtiments bien différentes, bien supérieures, mais la France du XXIe siècle va être héritée de friches commerciales dont il va bien falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les convertit, comment on utilise ces espaces pour ne pas abîmer encore à côté, mais essayer de faire déjà avec ce qu'on a. Alors, une petite illustration de ce que on peut imaginer de la ville classique, le témoignage d'une entrée de ville, comment les villes du 19e siècle ont marqué le seuil de l'entrée de la ville et combien la différence entre la limite de la ville classique et la campagne était extrêmement marquée. Alors il y a eu dès le Moyen Âge les remparts, les limites, et puis jusqu'au 19e, la ville a toujours vécu sur elle-même et s'est toujours reconstruite sur elle-même avec une rupture assez franche entre la campagne et la ville. Et puis à droite, vous le voyez, les entrées de ville contemporaines où on ne sait plus très bien est-ce qu'on est déjà dans la ville ou pas encore. On ne sait plus très bien quelle est la limite et si, parfois même, dans quelle commune on se trouve, où se trouve la commune entre deux communes, la limite entre l'une et l'autre. De la même manière, dans la ville classique, le logement, qui, avec ses inconvénients bien sûr, le logement qui est très dense, avec des rues plutôt serrées, de l'espace public très délimité, très défini, des places, des rues, des trottoirs, le logement qui se superpose avec, dans la ville classique, peu d'accès à l'espace extérieur. L'espace extérieur se trouve dans les parcs et jardins ou sur l'espace public, mais il n'est pas attribué à l'appartement, c'est souvent des petits balcons. Et dans la ville contemporaine, le lotissement qui lui s'étale à plat et qui ne constitue pas d'espace d'alignement, de surface, d'espace commun, de place où on se retrouve, d'espace où on consomme, où on s'alimente, où on va acheter. Et au contraire, c'est chacun chez soi, autour d'un petit espace qui nous isole des autres, et des rues qui sont sans vie et qui consomment, qui peuvent consommer à l'infini. On pourrait imaginer, comme aux États-Unis, des zones qui se développent à plat et qui deviennent des zones qui s'isolent de plus en plus les unes des autres. Alors, excusez-moi, alors
là, je vais passer à un exemple d'une de nos démarches. Je vous montre cette image qui raconte un peu l'attention qu'on a au site. Et je prends référence ici à ces animaux, caméléons, qui sont ce qu'on appelle l'homomorphie, c'est-à-dire ces animaux qui s'adaptent à leur environnement et à leur contexte pour s'y fondre au mieux. Et pour là, en l'occurrence, c'est pour se protéger évidemment, mais qui prennent la forme ou la couleur de leur environnement. Et ça, c'est une chose qui m'a toujours marquée et que lorsqu'on a des sites, des terrains qui sont des terrains fragilisés ou des terrains de grande qualité qui ne pourront pas supporter l'arrivée d'un bâtiment qui va les abîmer ou les perturber, eh bien, je pense qu'il faut savoir aussi se mettre en retrait et se mettre en discrétion et en respect par rapport aux sites dans lesquels on va s'installer, si le site ne permet pas qu'on vienne lutter face à lui. Donc, en l'occurrence, là, c'est un projet qui se trouve à Marseille, dans un quartier qui s'appelle le quartier Saint-Mitre. Le projet, c'est un lycée que la région a lancé en concours il y a 5 ans, quelque chose comme ça, 5-6 ans. Ce projet se trouve à Marseille. Alors, avec une particularité, Marseille est une ville qui s'étire le long de la Méditerranée, qui est très étroite, mais très étirée. Et là, on est sur la limite est de la ville, parce que tout de suite après, eh bien, ce sont les collines. Et donc, la ville ne peut pas aller beaucoup plus loin parce qu'elle est limitée par sa ceinture topographique qui vont la limiter. Ce qui fait que la ville, à l'est, dans cette ville, se trouvaient toutes les parties les plus agricoles de la ville, les parties encore naturelles. Et puis la ville a eu besoin de grandir et elle a commencé à grignoter ces zones naturelles pour en arriver à installer ses universités près de ce rond jaune où se trouve le lycée. Une partie des universités se trouve ici et de l'habitat pavillonnaire qui s'est installé. Alors, il restait encore quelques friches agricoles. Vous le voyez, on voit encore des grandes taches vertes. Vous voyez en bas à gauche une université qui s'appelle la faculté de Saint-Jérôme. Il y en a une un peu au-dessus qu'on ne voit pas qui s'appelle Château-Gombert. Et vous voyez ces friches agricoles qui existent. Il existe encore quelques propriétés agricoles qui fonctionnent et la ville les a rejoints, mais qui arrivent à fonctionner encore. Alors, ce sont des derniers territoires, mais le pavillonnaire s'est installé rapidement à grignoter ces terrains. Alors, le terrain qu'on nous donne est ici. Et je ne sais pas si vous voyez ma flèche, ma petite flèche. Euh, ce terrain est une ancienne friche agricole. Il est en pente. Le point haut est ici, en haut de l'image, et puis il descend progressivement avec des vues intéressantes vers le grand paysage, vers le lointain et vers la mer, avec une paroisse qui domine ce terrain, qui était la paroisse d'origine de ce quartier, la petite paroisse, qui a donné le nom à ce quartier avec cette rue, qui est la rue de Saint-Mitre. Et le noyau villageois se trouve en bas à droite de l'image. Alors, la région a acheté la totalité de ce terrain vert et on nous a donné en concours, j'ai été sélectionnée pour concourir sur ce projet, l'ensemble de ce terrain. Avec, vous voyez des vues lointaines qui sont de grande qualité, derrière ces collines qui sont au loin, là, au fond de l'image, se trouvent derrière les calanques qui sont appelées calanques de Cassis. Ensuite, on a cette paroisse qui domine le terrain. Cette paroisse avait un rôle important, quand je vous parlais du côté sociétal, elle a un rôle important parce que les habitants du quartier, donc on est allé évidemment arpenter le terrain et questionner un peu les gens autour. Alors les gens autour nous ont dit deux choses. Les pavillons qui se trouvent autour voient d'un très mauvais œil l'arrivée d'un lycée qui va les perturber. 600 élèves qui arrivent, voire ça peut s'étendre à 900, avec le bruit, avec le fait qu'ils ont des vues sur le lointain qui vont disparaître puisqu'un bâtiment va arriver et va leur masquer toutes les vues qu'ils ont.
premier sujet, ils ne veulent pas de ce lycée. Il y a quelques manifestations même. Et puis, deuxième sujet, il y a cette paroisse qui est le seul lieu d'histoire de ce quartier où tous les gens se retrouvent. C'est une paroisse qui accueille toutes les associations, œcuméniques ou non, où se trouvent les fêtes du village. Et cette paroisse possède une toute petite, un tout petit parvis. Vous le voyez ici devant l'entrée de l'église. Ce petit parvis, c'est là où se trouvent finalement toutes les fêtes, les réunions, quand il y a des réunions, le feu d'artifice, etc. Et on nous dit, voilà, c'est notre seul lieu pour se retrouver et c'est vraiment tout petit. Donc ces deux sujets ont attiré mon attention, avec évidemment ces grandes vues sur le paysage, ce terrain qui est en pente. Et voilà la proposition que nous avons faite. Alors, je vous montrerai des photos après, mais celle-ci explique l'implantation dans le site. Alors, c'est une fin de chantier, la végétation n'a pas encore poussé, tout n'est pas encore en place. C'est une photo aérienne de fin de chantier, mais vous voyez la paroisse à droite et vous voyez la manière dont on a proposé par rapport au quartier d'éviter l'impact important du projet dans le site. Il est gigantesque, ce projet. C'est un très grand lycée avec un gymnase, avec des zones de restaurants, de restauration, une partie d'enseignement spécialisé, les logements des enseignants, de l'administration, un parking, un grand parking pour les enseignants. Tout ça a glissé dans ce terrain. Et la première hypothèse que j'ai faite, c'est que je me suis dit, on va construire on va essayer de limiter l'impact du bâtiment dans le site et restituer tout ce qu'on peut restituer au quartier et éviter de minéraliser tout le sol. Et donc, j'ai proposé, vous voyez, le lycée de l'installer au point le plus haut du terrain et de libérer toute la partie, la parcelle au sud, en point bas du terrain, jusqu'ici. Vous voyez, les terrains sont restés totalement libres et naturels. L'idée même était de dire, je propose que le quartier puisse encore accéder à ce terrain-là. Bon, vous verrez qu'après, avec le plan Vigipirate, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais donc, première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'était de dire, je vais accompagner la pente pour installer tous les bâtiments, vous le verrez mieux peut-être dans les autres photos, les bâtiments en gradins successifs qui vont faire que chaque toit de chaque bâtiment va servir d'usage à celui qui est au-dessus. De ce fait, je propose qu'il n'y ait pas de cours de récréation sur le terrain, proprement dit, mais sur les toits. De la même manière, les parkings des enseignants vont être glissés dans une des strates du bâtiment, au même titre que les zones d'enseignement, mais elles ne vont pas s'épancher sur le terrain. On ne va pas rajouter du terrain, de la minéralisation. De la même manière, le parvis d'entrée qui se greffe à la rue, eh bien, c'est le toit d'un des bâtiments qui se glisse dessous. De ce fait, un parvis, traditionnellement, ben, il s'installe au sol, il ne se passe rien dessous, et on a consommé une surface que pour un seul usage. Alors que là, sous ce parvis se passe quelque chose. Là, en l'occurrence, se passe l'abri à vélo et une partie des enseignements. Et pour terminer, après je vous montre d'autres images, le gymnase, le grand gymnase, qui est proposé ouvert au quartier pendant le week-end. Ce grand gymnase, on va l'encastrer. Vous voyez, le terrain est en pente assez forte au pied de l'église, au pied de la paroisse, et on va le positionner au même niveau que la rue haute qui se trouve l'avenue de Saint-Mitre, donc au même niveau, de façon qu'il soit strictement à la même altimétrie que le parvis de la paroisse. Et le toit de ce gymnase qui se greffe au trottoir existant devient la nouvelle place du village et devient le parvis que la paroisse a perdu, enfin le parvis beaucoup trop petit pour la paroisse. Eh bien, nous proposons d'en offrir un beaucoup plus grand qui devient le lieu des mariages, le lieu des rencontres, le lieu du marché, puisque l'idée était de dire ce village n'a pas de place du marché, le marché se développe le long de la rue, eh bien nous proposons d'avoir un espace public qui est sur le toit du bâtiment du gymnase. Donc c'est une façon d'économiser le sol, évidemment, que de dire, eh bien, chaque toit
sert à quelque chose plutôt que de ne servir à rien. Vous voyez un travail en couple, alors c'est peut-être difficile à lire pour des néophytes, évidemment, ce qui est normal d'ailleurs, mais on voit la paroisse qui se trouve en fond de l'image ici, et là on coupe sur notre bâtiment. Et on a donc ces différentes strates qui sont à chaque fois, qui descendent progressivement, comme ceci, et qui font que sous chacun se trouvent les enseignements, les amphithéâtres, etc., la restauration ici, les salles d'enseignement général ici, et vous voyez ici le gymnase, mais on va voir un peu mieux ici, voilà, où on voit qu'à chaque gradin se trouve une activité, les cours de récréation, des jardins, ici se glissent les parkings des véhicules, et puis vous voyez le parvis de la paroisse qui se trouve ici, et sur votre droite, mais je pense qu'on a une image un peu plus précise ici, vous voyez le parvis de la paroisse tout là-haut, qui se cale strictement sur le même niveau que le toit du gymnase qui vient s'encastrer dans le terrain. Alors, cette question d'encastrement et d'utiliser la pente pour créer des strates successives permet une chose très importante également, c'est qu'on profite de l'inertie de la Terre. Le fait de s'encastrer dans la Terre et d'être à chaque fois, chaque strate collée à la Terre, eh bien, ça nous permet l'été d'utiliser la fraîcheur de la Terre et on la capte. Et l'hiver, on utilise la chaleur de la Terre puisque la Terre est plus chaude que l'extérieur l'hiver. Et donc, ces échanges thermiques permettent évidemment d'être très efficaces sur un plan énergétique. Le deuxième sujet, ce sont les circulations, les couloirs. Au lieu d'avoir des couloirs de distribution des salles de cours comme traditionnellement au centre et on distribue les salles de classe de part et d'autre avec un couloir qui est fermé, qui est souvent éclairé toute la journée, qu'il faut chauffer l'été, rafraîchir l'hiver, chauffer l'hiver et rafraîchir l'été, qui est souvent donc artificiellement éclairé, qui reste éclairé la journée, qu'il faut aussi désenfumer et ventiler. Ce sont tout ça des éléments énergétiques qui ont un coût pour l'établissement et qui ont un coût pour la planète. La proposition que je fais là, c'est de dire les couloirs n'existent plus et on rentre dans les salles de cours par, par l'extérieur qui est protégé. Peut-être que vous le voyez peut-être mieux ici. Vous voyez, les salles de classe se trouvent ici et on rentre par l'extérieur avec évidemment une protection au soleil et à la pluie. On expose le bâtiment plein sud de façon à ce qu'on soit en plein soleil l'hiver, que le soleil étant très bas l'hiver, il rentre dans le bâtiment, il pénètre profondément dans le bâtiment. De fait, il est chauffé naturellement. Et les circulations, on peut prendre le pari, on est à Marseille évidemment, mais ça se fait aussi dans le nord de la France, de rentrer par l'extérieur, ce qui fait qu'elles sont naturellement ventilées, elles sont éclairées par le soleil et non pas toute la journée par de l'éclairage artificiel, et elles n'ont pas à être désenfumées et ventilées naturellement. Vous voyez ici en face de vous le gymnase qui lui donc accède à la rue Haute par ses grands emmarchements, ce qui fait que pendant le week-end, le quartier peut bénéficier par cette entrée haute du gymnase et utiliser le gymnase. On optimise aussi les fonctions d'un bâtiment qui, pendant la semaine, fonctionne, mais pendant les week-ends est fermé, puisque c'est un lycée. Et donc, le quartier profite le week-end d'un bâtiment qui est quand même un équipement public de qualité, puisqu'il y a toutes les fonctions dans ce gymnase de tous les types de sports, avec même des possibilités d'organiser des compétitions. Alors, ça, c'est un premier sujet. Vous voyez, là, c'est une fin de chantier, mais que le terrain est laissé brut, donc non minéralisé, ça va permettre d'absorber les eaux de pluie au maximum. Les toitures étant végétalisées, on revoit la même image, les toitures étant végétalisées pour bon nombre d'entre elles, vous voyez une au-dessus ici végétalisée, elles absorbent également les eaux de pluie. Le fait d'avoir végétalisé les toitures permet aussi une inertie thermique au bâtiment et donc un tampon thermique, ça l'isole des échanges thermiques extérieurs. Vous voyez bien ici les couloirs, les coursives extérieures qui sont protégées par ces grandes casquettes.
et la manière dont on gère la lumière à l'intérieur du bâtiment. Donc le bâtiment suit les pentes, les courbes de niveau. Vous voyez les jardins au-dessus, donc plantés. Ici, les cours de récréation. Sous ces jardins et sous ces cours de récréation se trouvent des salles d'enseignement qui sont elles-mêmes éclairées par des grands patios à l'arrière. Donc on rentre d'un côté par l'extérieur, ce que je vous ai montré, les coursives, et à l'arrière des salles d'enseignement se trouvent des patios plus intimes qui font que les salles sont éclairées en double exposition, à l'avant et à l'arrière, avec des vues évidemment, toute une mise en scène, des vues vers le grand paysage, grâce à ces garde-corps qui n'existent pas, qui sont au même niveau que le sol des espaces extérieurs, pour ne pas avoir d'obstacles visuels pour les visions vers l'extérieur. Alors, juste un petit mot sur la réalisation, c'est un peu technique, mais je trouve que c'est quand même un sujet intéressant, c'est comment on protège le bâtiment, comment on le rend inerte aux éléments extérieurs, comment on rend efficace la protection aux intempéries et au chaud et au froid, grâce à une double paroi. Et là, on a proposé de travailler un béton. Vous l'avez vu, il est teinté dans la masse. C'est un béton qui est teinté avec des ocres naturels et qui est un béton bas carbone. C'est-à-dire qu'il il est composé d'éléments qui sont recyclables et qui sont issus de recomposition de matières qui ont été, de recyclage de matières qui ont qui ont eu une première vie. Et on utilise également, on est à Marseille, il y a le port de Fos qui est à côté, et avec le port de Fos, il y a des industries de sidérurgie qui rejettent un produit qui s'appelle le laitier. Quand le métal est en fusion, il rejette un laitier qui est un produit très blanc, d'où son nom, qui va être réutilisé pour ces bétons. Il va être mis en broyé, il se rigidifie à la sortie des houillères, et les broyés est incorporé dans ce béton. Donc on utilise quelque chose qui ne l'était pas, qui était rejeté et qui n'était pas utilisé dans ces bétons-là, qui leur donne en plus une grande durée de vie, beaucoup plus, bien supérieure à un béton traditionnel, et qui donc aussi raconte la question du recyclage. Alors ce béton, il est coulé d'un côté et de l'autre d'un isolant qui est au centre, qui est coincé au centre, et des deux côtés, on se retrouve avec ce béton. Ce qui fait que le bâtiment, vous le voyez ici, se retrouve dans un matériau unique, au plafond, au sol, sur les murs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc on sculpte dans un seul matériau, comme un objet, un morceau de pierre qui est sculpté dans la masse, avec un seul matériau. Ça évite d'avoir des peintures, des enduits, des faux plafonds, tout ce qui, dans la vie future du bâtiment, pose problème et qui peut polluer également. Les peintures peuvent polluer, les enduits également, et également la question de la pérennité du bâtiment, parce qu'on sait que c'est un lycée, on sait qu'il faut l'entretenir, et que si il vieillit mal, eh bien l'enduit, il faut le refaire régulièrement, ça a un coût, ça a un vrai problème d'entretien, ça pose un vrai problème d'entretien. Là, plus rien de tout ça. Il n'existe plus rien de tout ce qui est possible, qu'on peut détériorer ou qui peut vieillir de manière très, très désagréable et qui donne souvent des images de bâtiments qui au bout de 10 ans, sont assez déplorables. Donc voilà une vue, par exemple, des patios que je vous avais vu en vue aérienne. Ce matériau qu'on retrouve partout, donc on sculpte là les escaliers, vous voyez les escaliers qui sont dans une lumière naturelle et qui sont déployés de manière décalée, de façon à ce qu'on en voit toujours un lorsqu'on se penche. Ils se déploient dans l'espace, ils ne sont pas superposés l'un au-dessus de l'autre, mais ils donnent une idée de profondeur. Et l'architecture, c'est évidemment ça, c'est comment donner des perspectives, comment jouer avec la lumière naturelle, comment sculpter l'espace. Et voilà une vue depuis un point haut des salles de classe. On voit l'horizon
on voit la ville au loin et on ne voit plus de bâtiments. Quand on regarde en vue inversée, eh bien, on ne voit plus que des jardins ou des cours de récréation. Et c'est tout le sujet de ce projet, c'était de dire, eh bien, finalement, ce quartier qui ne voulait pas de ce bâtiment ne le voit plus. Vous voyez les pavillons qui sont au fond, là, tous les pavillons qui se trouvent là, non, leur vue n'a pas changé. Les vues lointaines, ils les ont conservées. Ils ne mesurent même pas l'impact de ce bâtiment qui fait quand même autour de 15 000 mètres carrés au sol, donc qui est colossal. Et l'impact est quasiment minime. Les terrains naturels sont restés intacts au sud. Et finalement, ces terrains-là, à l'avenir, peuvent être utilisés. Si la ville grandit, si on a besoin de construire du logement, on pourra les utiliser, mais pour l'instant, ils restent naturels et on les a préservés pour l'avenir. Voilà la dernière vue qui montre la manière dont on rend hommage à cette paroisse à travers cette couleur qui est la couleur de ce quartier, la couleur de cette pierre et de ces enduits qui ont constitué ce quartier. Et le bâtiment vient aussi rendre hommage à la couleur de cette ville qui est ces tonalités chaudes que le béton restitue. Voilà, j'ai terminé. On pourra aborder d'autres sujets si vous voulez, mais c'était une façon de vous montrer combien, en superposant les usages, on peut déjà, de manière assez simple, économiser. Merci beaucoup, Corinne. On a déjà des retours nous disant que ça a été très intéressant et c'est vrai. C'est un des exemples. Quand vous nous partagez ça, évidemment, on se dit c'est une évidence. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ma première question pour vous, c'est est-ce que vous voyez des changements de fond dans la façon dont justement les projets architecturaux sont pensés, conceptualisés aujourd'hui, parce que quand vous nous exposez encore une fois vos projets, ça coule de source et on se dit, bah oui, bien sûr, c'est évident. Est-ce que vous êtes une des seules à penser comme ça, dans la commande publique notamment, ou est-ce que comment vous voyez les tendances se modifier dans votre métier? Oui, elle se modifie. Elle se modifie surtout avec les jeunes générations. On sent ce désir de participer à notre futur commun. On sent cette attention. Alors, je dirais pas la nature. Il n'y a pas encore un vrai... enfin, je parle des architectes. Le rapport au végétal n'est pas encore totalement intégré. Par contre, le rapport à l'écologie, à l'énergie, à la protection des bâtiments, à, à la manière dont aussi on peut construire ensemble. Ces sujets-là sont des sujets qui sont tout à fait d'actualité. Et on voit disparaître une génération d'architectes, même si elle existe encore, et même s'il y a encore, surtout de la part des élus, de grandes demandes de gestes architecturaux, qui sont des gestes qui sont souvent de très beaux gestes, mais qui sont des témoins, évidemment, du passage d'un élu sur sa commune et qu'il faut marquer, évidemment, son territoire. Et il y a encore ce désir d'actes forts, symboliques, et qui souvent font fi de leur environnement. Euh, il y a de grands architectes et qui font des œuvres magnifiques et majeures qui ont des signatures. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à disparaître, je pense, cette question des signatures. C'est-à-dire, je prends un exemple que vous connaissez tous, par exemple, l'architecte américain Frank Gehry, qui a construit le musée Guggenheim à Bilbao, qui a été un point important dans l'histoire de l'architecture d'ailleurs, qui a fait que Bilbao, brusquement, est revenu sur la carte du monde. Bilbao était complètement inconnu du grand public, et puis brusquement, ce musée a restitué Bilbao, et tout le monde est allé voir Bilbao. Et à partir de là, cet architecte, on lui a demandé des musées un peu partout sur la planète. C'est celui qui a construit pour la Fondation Vuitton à Boulogne. C'est le même architecte, et on lui demande de répondre. On attend de lui finalement ce type de réponse qui sont des grandes sculptures géantes
qui sont des actes extrêmement forts et puissants, mais qui se posent là, un petit peu comme une ovni qui s'impose au site et qui est là pour se montrer et pour démontrer la puissance et la force du créateur et du commanditaire. Donc ces architectes-là, je pense qu'on en a besoin encore pour des œuvres majeures ou des œuvres atypiques, mais on n'en a pas besoin pour construire la ville. Et je pense que ces architectures, progressivement, elles sont tellement anti-écologiques, elles sont tellement contraires à tout, tout, tout bon sens sur la question de ce que l'architecture a développé depuis l'éternité, c'est-à-dire la réalité entre la vérité du matériau, la vérité de la structure et comment on magnifie uniquement la lumière, mais comment on économise aussi, on optimise les choses, on optimise le matériau. Il y a eu cette génération d'architectes qui a, à un moment donné, lâché, qui a eu tous les moyens de faire et de faire sans limite. Et sont arrivées donc ces architectures qui sont de grands gestes. Je pense que la jeune génération a rejeté ce type d'attitude et on revient à beaucoup plus de bon sens et de prise en compte de ces grandes questions écologiques. Alors, il y a peut-être encore un manque de connaissance de l'espèce naturelle et du végétal et de l'espèce animale, qui n'est pas encore quelque chose qu'on apprend dans les écoles. Il y a encore pour l'instant l'école du paysage et l'école de l'architecture, les écoles d'architecture, mais progressivement les liens se tissent et on arrive à travailler de plus en plus de concert. Et le végétal reprend sa place qu'il avait. Les anciens prenaient cas de tous les éléments optimisaient tout ce que la nature leur offrait. On ne gaspillait pas. Et la construction traditionnelle était souvent des constructions extrêmement spartiates, mais pouvaient être extrêmement belles. Et on a perdu cette relation à l'intelligence du lieu. Alors, je vois bien qu'il y a des grands sujets qui sont abordés à l'heure actuelle. Donc, d'abord, de construire ensemble, de faire participer beaucoup plus l'acte de construire à d'autres. Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permet d'apporter aussi des regards multiples et plus riches. Il ne faut pas pour autant perdre ce qui est le fondement de notre métier, c'est-à-dire la qualité spatiale, le savoir-faire. Il y a un art de construire et cet art, on met des années à l'apprendre. Si on va voir si encore beaucoup le tourisme a quand même encore les grands bâtiments classiques, traditionnels, les grandes villes classiques comme Rome, Venise, où tous ces grands repères sont encore des références. Ça veut bien dire que l'architecture peut émouvoir, peut attirer encore beaucoup de monde. Il ne faut pas l'oublier pour autant. Je crois que l'un peut aller avec l'autre. Voilà. Et tout le sujet, c'est d'arriver à faire que tout se retrouve, qu'on ne perde pas notre savoir et qu'on sache aussi prendre en compte les grandes préoccupations de demain. Merci Corinne. On a beaucoup de questions. Alors, une question, je les prends dans l'ordre. Je vais essayer de retracer tout ça. Est-ce que cette façon de construire, qui est la vôtre, que de la conception jusqu'à la construction, est-ce que c'est plus cher que les méthodes traditionnelles? Vous avez parlé notamment de la technique du béton à base de matériaux recyclés versus l'enduit, les peintures, l'éclairage naturel versus les faux plafonds. Voilà. Est-ce que économiquement, il y a un intérêt ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, ça coûte plus cher? Alors, de faire des bâtiments plus écologiques, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher parce que, évidemment, les matériaux souvent sont encore plus onéreux.
parce qu'on nous demande, donc pour pouvoir être autonome énergétiquement, eh bien, il faut mettre des dispositifs de panneaux solaires, de géothermie. Moi, on travaille beaucoup la géothermie, par exemple, donc à puiser dans la nappe phréatique, lorsqu'on en a, on a des exemples, nous, de bâtiments comme ceci, où on puise de l'eau pour rafraîchir l'été et réchauffer l'hiver. L'eau est recyclée et renvoyée dans la nappe. Tout ceci, ça a un coût. Alors que quand on prend l'électricité ou l'énergie directement, on est distribué directement, on n'a pas d'équipement à mettre en place, on n'a pas, c'est beaucoup plus accessible évidemment quand on se branche à l'électricité ou qu'on fait une chaudière classique au fioul. Pour l'instant, c'est encore moins cher. Mais on sait que à terme, par contre, à terme, pas moins cher. À terme, on aura des économies d'énergie. À terme, on aura une économie d'entretien. À terme, ça sera moins cher. Mais le coût au Oui. départ est plus cher. Et aujourd'hui, du coup, les pouvoirs publics, ils sont sur certains projets, ou est-ce que c'est de plus en plus, vont favoriser la tendance à la construction écologique, bien que ce soit plus cher ou Je pas pense que encore? c'est correct. Je sais qu'aux États-Unis, ils sont Oui, assez oui, oui, stricts. absolument. En l'occurrence, nous, tous les concours qu'on fait en ce moment, on nous demande à chaque fois d'être, on en a ce qu'on appelle E plus C moins, c'est-à-dire énergie plus carbone moins, c'est-à-dire qu'on consomme moins de carbone et on produit plus d'énergie. On est autonome et ça, c'est une demande quasi systématique maintenant pour tout ce qui est bâtiment public. Pour ce qui est de l'ordre du privé, c'est autre chose. C'est le promoteur qui décide. Ça n'est pas encore acquis parce que c'est quand même plus coûteux. Mais on sent bien que comme ils surfent sur la tendance et que ça peut se vendre mieux, les gens peuvent être sensibles et exiger cela. On sent qu'il y a une inflexion, même dans le secteur privé, c'est évident, où ils communiquent sur ces sujets-là. La seule question pour le privé, c'est qu'ils ne mettent pas forcément l'investissement de départ euh, adéquate et donc on va économiser sur d'autres sujets. C'est plus ça le problème. C'est que pour pouvoir se payer ceci, eh bien, on va diminuer des prestations sur autre chose et sur, malheureusement parfois, sur l'architecture. Parce que l'architecture, eh bien, dès qu'on a un travail sur un creux, je dis n'importe quoi, mais dès qu'on essaie de modeler l'espace, de créer des séquences, eh bien, ça coûte cher tout ça. Donc, dans ce cas-là, on en arrive à faire des bâtiments de plus en plus simples, voire simplistes, parce que il faut bien trouver l'argent quelque part. D'accord. Alors après, on a deux questions un peu en une. On nous dit, donc, vous avez choisi de travailler le béton et le bois dans tout ça. Est-ce que Oui. c'est un matériau que vous auriez voulu utiliser? Est-ce que c'est pas mieux que le béton d'un point de vue environnemental? Ce qui rejoint une autre question d'Arnaud Marais qui fait remonter effectivement que le béton peut être stigmatisé parfois comme étant un matériau anti-écologique. Voilà, donc quel est votre C'est point de vrai. vue là-dessus? Pourquoi le béton et pourquoi pas le bois dans ce projet-ci versus peut-être vos autres projets? D'accord. Alors, je travaille beaucoup le bois aussi, rarement à l'extérieur d'ailleurs, parce que le bois a des qualités, évidemment, est un bois de forêt exploité pour fournir en matériaux de construction, donc c'est quelque chose d'écologique. Dans nos régions, le bois vient d'assez loin déjà. Il faut le transporter. L'intérêt du béton, c'est que sur ce chantier-là, on l'a fabriqué sur place. C'est-à-dire qu'on a eu une centrale à béton installée sur place. On a fait avec les agrégats locaux. Le laitier dont je vous parlais vient de Fos à côté. Et on produit sur place. Ce qui fait qu'on évite les norias de camions d'aller-venue, etc.,
euh, qui encombrent le quartier et qui gênent le quartier, tout est construit sur place, sur le terrain même. Et ça, c'était un avantage. Quand on vient s'encastrer dans le terrain, avec du bois, c'est très difficile. Parce que là, en l'occurrence, vous avez vu, le bâtiment est encastré dans la terre et le bois, il faut quand même des poussées contre la terre pour le tenir. Et le béton a des qualités structurelles quand même bien supérieures au bois pour ce genre de sujet. D'autant plus que, étant donné que je voulais totalement disparaître par rapport au terrain et donc m'encastrer et être le plus discret possible par rapport au terrain, eh bien, je voulais conserver cette idée de minéralité, euh, donc de rapport au sol, à la pierre, au sol, à la terre, et que le béton est un matériau minéral qui est constitué de sable et de pierre. Et c'est un matériau totalement naturel aussi. Je sais qu'il est stigmatisé, je sais que c'est un vrai problème, mais grâce au béton, on arrive à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire en bois malgré tout. On arrive à avoir des grandes portées, on arrive à le modeler, à le sculpter, on arrive à faire, à travailler l'épaisseur, l'ombre, la lumière. Alors le bois, je l'utilise souvent en structure intérieure, c'est-à-dire en poteaux et en poutres qui sont porteuses. Là, je construis un bâtiment. J'ai construit à Paris un grand immeuble de bureaux à côté du TGI où on a juste un socle en béton parce que le béton est structurel et rigide et donc on en a besoin pour maintenir le bâtiment et éviter les torsions du bâtiment. On a besoin de la stabilité. Et par-dessus ce socle, on installe une structure en bois, poteaux et poutres, et on habille tout l'intérieur en bois. Sur un seul bâtiment, j'ai utilisé le bois à l'extérieur. En général, je l'utilise à l'intérieur. À l'extérieur, euh, je trouve, en tous les cas, dans nos régions, dans le sud de la France, si les anciens n'ont jamais utilisé le bois à l'extérieur, c'est pas pour rien. C'est que le bois vieillit très mal à l'air marin, à l'air salé, aux différences de température extrêmement fortes. L'été, il sèche et il vrille, il se fend. Et c'est pas pour rien que certaines régions utilisent le bois et pas toutes. Et je regarde toujours ce que font, c'est peut-être un peu ringard, mais de ce qu'ont fait depuis la nuit des temps les hommes qui nous ont précédés. Et on se rend compte qu'il y a des régions où ils ont utilisé le bois, parce que le bois tenait dans ces régions-là. C'était un bois qui était adapté à ces régions et qui fonctionnait bien avec ces régions, d'où le bois utilisé en Savoie, vous le voyez, dans des régions montagneuses. Mais regardez le nombre de régions où le bois existe, mais qu'à l'intérieur. Et je suis tout simplement cette logique-là. Et puis ne pas aller chercher très loin dans des forêts qui amènent et qui utilisent tous les réseaux autoroutiers et routiers et emmener de très loin un matériau, c'est à mon sens pas non plus la bonne solution. Voilà, c'est alors je sais que le béton est toujours extrêmement mal. Je pense, je pense que c'est un procès qui est quand même un peu injuste par rapport au béton et que ce matériau, euh, il est extrêmement abouti à l'heure actuelle et il vieillit bien, il passe bien dans le temps. À l'heure actuelle, il a été suffisamment bien étudié, abouti. Ce n'est plus le béton des années 50. Il peut être coloré, il peut être acidé, décapé et obtenir différentes nuances qui sont encore intéressantes. Alors bon, après, c'est une option qui est la mienne. On est en Méditerranée, il y a la question de l'épaisseur, de la matière, et ça, l'architecture, pour l'instant, à mon sens, traite encore de ces questions-là. Merci Corinne. Une autre question d'Arnaud. La plupart des projets architecturaux dits de référence sont des projets neufs. Or, l'enjeu de rénovation en France est colossal et les résultats, pour l'instant, pas tout à fait à la hauteur, dirons-nous. Il nous cite notamment les enjeux de rénovation de 500 000 logements par an. Sa question pour vous, c'est quel rôle peuvent jouer les architectes pour faire bouger les lignes sur ces enjeux de rénovation plus que de construction neuve? Oui, alors vous avez raison. De toute façon, l'enjeu de demain, c'est notre patrimoine
le patrimoine au sens large du logement, des anciennes carrières, des usines, et on se rend compte qu'il y a énormément de lieux désaffectés, non utilisés, qui ont des grandes qualités et qui peuvent être réutilisés. Alors pour la question du logement, ben, je vous renvoie par exemple, si vous êtes, si ça, par curiosité, allez voir le travail de l'équipe d'architectes Lacaton et Vassal, qui ont à Bordeaux ont eu une œuvre exemplaire sur une requalification d'immeubles de grandes barres de logement qui étaient voués à la démolition, et ils se sont battus pour démontrer qu'on pouvait conserver, ne pas démolir, parce que démolir, c'est toujours une blessure. Parce que, quoi qu'on en dise, même dans ces cités qui nous paraissent parfois dures, impersonnelles, eh bien, les gens qui ont vécu dans ces appartements, et on en connaît, je pense, tous, eh bien, ont un vrai attachement pour ce lieu, pour leur lieu, c'est leur histoire, et de voir démolir des bâtiments de voir partir leur histoire, c'est toujours une vraie souffrance. Et, euh, et puis, c'est pas très écologique, et puis, c'est pas très économique non plus. Et l'idée de redonner une nouvelle vie à ces bâtiments est, à mon sens, l'idée la plus juste. Et ce travail qu'ils ont fait est assez simple. Ils ont utilisé le bâtiment tel qu'il était et ils l'ont épaissi de l'ordre de 3 mètres, je ne sais plus exactement la dimension exacte, mais ils ont mis une nouvelle façade devant qui crée, finalement, ils offrent un espace extérieur, une loggia qui peut s'ouvrir ou se fermer, qui est vitrée, devant ces bâtiments-là. Ils redessinent une toute nouvelle façade et ils doublent l'espace extérieur qui peut devenir un intérieur d'ailleurs, puisque c'est fermé, ça peut être une véranda fermée par des vitrages. C'est très beau et ça a modifié radicalement l'image de ces logements et la vie dans ces logements. Vous pouvez aller regarder parce qu'il y a eu des témoignages, il y a eu beaucoup de films et je pense que c'est une des voies les plus intéressantes. On peut redonner une nouvelle vie à tous ces bâtiments. Merci beaucoup. Donc, et vous avez dit que ces Ça cas s'appelle architectes Lacaton, et Vassal. Lacaton et Ok, Vassal. Et ok, Frédéric Drouot aussi, ils sont ok. 3. Une question de Samy qui nous dit, par rapport à la végétalisation des bâtiments, vous avez beaucoup utilisé sur votre projet de lycée. Donc évidemment, les avantages esthétiques sont non négligeables et perceptibles immédiatement. Quel rôle la végétalisation joue dans la captation du carbone? Parce que parfois, on dit que c'est un peu de la poudre aux yeux, un peu du greenwashing, parce que ce sont de toutes petites surfaces. Donc, est-ce que vous avez aussi étudié ça dans les commandes publiques E+, C-, à quel point la végétalisation des surfaces permet de réduire ou de capter du carbone? Oui, alors là, on travaille avec des paysagistes. Euh, Ça dépend aussi des essences. Il y a des essences de végétaux qui captent plus le carbone que d'autres. Et souvent, c'est ce qu'on oublie aussi un peu. Alors là, en l'occurrence, les toitures végétalisées, elles n'ont pas ce rôle-là. C'est plutôt les jardins qu'on installe en pleine terre. C'est plutôt les grands arbres qui captent le carbone. Ce ne sont pas forcément les petits végétaux tapissants ou les petits arbustes. Donc il y a les deux sujets. Végétaliser les toits, euh, le but est plus d'absorber les eaux de pluie, de capter les eaux de pluie et de créer une espèce de stock intermédiaire, parce qu'on sait très bien et on le voit, il y a des périodes de pluie extrêmement fortes, extrêmement puissantes, qui génèrent des inondations dramatiques, surtout dans le sud de la France, et que le terrain étant en pente, ça ravine les sols, ça les assèche, ça enlève toutes les surfaces les plus riches des sols, et ces ravinements sont à éviter. Donc le fait de retrouver des horizontales, de retravailler ce qu'on appelle des restanques, donc ces plateaux successifs, ça permet de capter l'eau, d'éviter le ravinement très, très nuisible au sol, et ça permet également de,
de créer une espèce de tampon. Le fait d'avoir cette masse de terre au-dessus des toits, ça permet de créer une isolation naturelle thermique au-dessus des toits, ce qui fait que le bâtiment est beaucoup mieux isolé grâce à cette masse de terre qui fait une espèce de molleton au-dessus du bâtiment. Donc là, en l'occurrence, les jardins servent plus à ces deux sujets, capter l'eau momentanément, en tous les cas, éviter de tout prendre d'un coup dans ces pluies diluviennes et protéger thermiquement de l'air chaud l'été et de l'air froid l'hiver. Ensuite, ce sont les jardins, et vous avez vu qu'il y a des patios où on installe des grands végétaux, et ce sont les arbres de haute tige, de pleine terre, qui, eux, répondent à cette question d'absorption de CO2. Ok, super. Une question de Fanny qui vous demande comment ce projet a été accepté par la population locale. Est-ce que ce fameux vivre ensemble que vous avez proposé, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que le projet est livré et vit, est-ce que ça fonctionne tel que vous l'aviez projeté? Est-ce que voilà, vous nous avez parlé du toit du gymnase, mais voilà, est-ce que quelque part l'appropriation par le quartier tout entier de ce nouveau paysage s'est bien passé? Et est-ce que finalement, vous avez réussi à lever toutes les craintes des habitants du quartier? Je, Pas tous, je, je ne sais je, pas, je, hein, mais je sais pas, je l'espère. Je sais que pour une partie de ceux qui avaient réagi violemment euh, vers la fin du chantier, lorsqu'on a fait une inauguration, eh bien, sont venus nous dire qu'effectivement, ils n'avaient pas compris. Parce que c'est vrai que c'est difficile à comprendre. C'est un tel projet en coupe et en plan. On avait fait une maquette pour leur faire comprendre, mais ils ne voyaient pas, ils avaient l'impression qu'on allait être en émergence, comme d'ailleurs les autres équipes avaient proposé. On était les seuls à s'installer tapis dans la pente. Et c'est vrai que le fait d'avoir conservé leur vue, le fait d'avoir sous leurs yeux un terrain presque comme ce qu'ils connaissaient auparavant, ça a calmé évidemment le sujet. Mais la plus grande récompense, ce sont finalement les utilisateurs. C'est, pas tous bien sûr, mais en tous les cas, les enseignants, le proviseur et certains élèves qui ont même fait un exercice autour de ce projet-là, qui l'ont choisi en exercice d'art plastique. Et qui nous témoignent à chaque fois et qui sont devenus des amis pour ce qui est du proviseur en tous les cas. Alors que, vous voyez, c'est la plus grande récompense pour un architecte, c'est celle-ci, c'est que les gens qui vont s'approprier le bâtiment et qui y vivent, ils soient heureux. Et le fait qu'ils nous le disent, eh bien évidemment, c'est ça, notre rôle, il est là. merci. Alors, on rentre un peu dans le côté un peu technique des questions. Barbara se demande combien de temps il vous a fallu pour ce projet? Et notamment, combien de temps vous avez passé, pour l'étude du lieu, la rencontre avec les habitants? Et voilà, entre le démarrage du projet et la conception du projet, combien de temps, ça vous a pris tout ça? Et est-ce qu'il y a eu des phases plus ou moins faciles, dans l'élaboration du projet? Alors, il a été long ce projet, mais parce qu'il y a eu des tergiversations, la région a hésité à le construire. Donc, on a gagné le concours. Le concours, c'est assez court. On nous donne 3 mois. Et ça, c'est terrible, parce que c'est là où tout se joue et où on doit faire à la fois la réflexion autour du terrain, du site, des habitants, de la qualité des sols, enfin tous ces sujets-là, du programme. Et on nous donne un programme très précis en nous disant il nous faut tant de salles de classe, de telle surface, il faut qu'elles soient proches de ceci, proches de cela, il faut que l'accueil soit proche de l'amphithéâtre, de la salle polyvalente, de la bibliothèque. Donc on nous donne un programme, ce qu'on appelle un organigramme, avec tout ce qu'ils souhaitent. On a un cahier des charges extrêmement précis. Il faut qu'on réponde à ce cahier des charges. Et pour faire cela, on a 3 mois. Après, il y a toutes les phases études, une fois qu'on a gagné, qui sont beaucoup plus longues, puisque là, on doit dessiner dans le moins de détails toutes les épaisseurs, les arrivées, les gaines, comment on construit précisément les choses, l'arrivée des éclairages, comment on chauffe, comment
toutes les bouches de ventilation, etc., les plantations. Et tout ça, on a à peu près une année pour mettre au point le projet avant de lancer l'appel d'offres et de construire. Alors, en général, les maîtres d'ouvrage publics sont toujours très, très pressés. Donc, il faut faire toujours très vite. Et ça, c'est un vrai problème, un vrai, vrai problème, parce que de faire vite, c'est pas forcément faire bien. Du moins, il y a des cadences à tenir. Et parfois, quand on n'est pas satisfait d'une réalisation, d'une exécution, eh ben, on ne peut pas la faire refaire parce qu'on nous dit on n'a pas le temps. Et puis, il y a la rentrée du lycée prochaine et ça doit être prêt pour la rentrée. Et même s'il y a des intempéries qui font que le chantier s'arrête, que les ouvriers ne peuvent pas venir sur le chantier, s'il y a des problèmes en cours de chantier, peu importe, il faut absolument rattraper ce retard-là. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est toujours la question et de l'économie et du temps. Alors ce projet-là, en réalité, le temps qu'il a, enfin, on a eu à peu près 2 ans de chantier et on a eu 1 an d'études. Donc ça fait 3 ans en tout, 3 ans et demi avec le concours. Effectivement, C'est assez court en réalité. c'est à la fois court et long et très intense à chaque phase. Et vous faites, en abordant la question de la maîtrise d'ouvrage, vous me tendez une perche toute trouée pour la question de Marion, qui demande effectivement à quel point la maîtrise d'ouvrage sur ce projet a été réceptive. Dans toute cette volonté écologique, est-ce que vous avez dû vous battre pour défendre vos idées? C'est vous qui avez tenu, enfin, est-ce qu'il a fallu défendre bec et ongles le choix des matériaux, la volonté de rendre le site à ses usagers, le choix du design, enfin, ces fameuses coursives extérieures, voilà. Est-ce que ça a été une bataille ou est-ce qu'une fois que vous avez gagné le concours, ça a été quelque part plus une question? Oui, parce qu'une fois que j'ai gagné le concours, c'était plus une question. Il fallait gagner le concours. Il faut convaincre le jury au départ. L'intérêt de ces compétitions, c'est qu'une fois qu'on a gagné, on peut réaliser le projet qu'on a dessiné, qu'on a proposé. C'est l'avantage de ces compétitions. Et la question, c'est convaincre le jury au départ. Et ça, c'est pas toujours gagné, d'autant plus que le jury n'est pas toujours autant. Vous voyez, ce qui est terrible, c'est que les questions écologiques, je pense qu'on arrive à convaincre assez facilement. Les gens sont sensibles à présent et les jurys sont sensibles. Euh, le reste des questions, euh, alors pour eux, l'écologie, c'est l'énergie, c'est peut-être un peu l'espace naturel et encore, par exemple, d'économiser le terrain, c'était pas vraiment ça leur sujet. Ils n'y avaient pas pensé d'ailleurs. Tout dépend où on place le terme écologie, environnement. Moi, je le vois au sens large, c'est-à-dire que savoir bien s'exposer, savoir prendre soin d'un quartier, ça fait partie pour moi de l'écologie aussi. Savoir euh, offrir un confort aux usagers, savoir penser à l'avenir, pour moi, ça fait partie. Ça n'est pas que l'écologie, ce ne sont pas que des cases qu'il faut remplir. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande, et c'est là où ils jugent sur est-ce qu'ils ont bien mis le nombre de surfaces de panneaux solaires pour répondre à la réglementation. Est-ce que telle règle est bien respectée? Et ce ne sont que des accumulations de règles et de normes. Si vous répondez à ces normes, vous avez les meilleures notes. Mais tout le reste, qui est plus dans l'abstraction d'une certaine manière, qui n'est pas pondérable, ça n'existe pas, ça ne se quantifie pas, et pour autant, ça compte tout autant. Ce qu'on laisse à la ville, ce qu'on laisse au quartier, comment on essaie d'éviter de tout consommer, comment éviter de tout minéraliser. Tout ça, comment on amène de la lumière naturelle sans avoir à encore puiser dans l'énergie artificielle. Ça n'est pas comptabilisé. L'écologie est devenue une question de normes. Et c'est le plus grave problème,
c'est qu'on en arrive à avoir, on peut avoir une horreur, un bâtiment qui fait fi de tout le reste, mais qui répond à toutes les normes et il peut passer. Il peut passer, il aura répondu à toutes les normes, ça sera une vraie merde, mais il aura répondu à toutes les normes. Et c'est un vrai sujet et je ne sais pas comment arriver à, à sensibiliser à ces questions-là. C'est un tout. La qualité de la ville, c'est un tout. Et quand je dis qu'on va se déplacer pour encore voir Rome, c'est qu'elle apporte de l'émotion. Et l'émotion, ça ne se quantifie pas. Et ça fait aussi partie de l'environnement et de la question écologique, l'émotion. Tout à fait. Oui. Alors, vous prêchez une convaincue. Je milite pour ce que j'appelle une écologie globale et pas du tout, effectivement, une succession de critères. Si on pense pas, enfin, si on ne propose pas une Et vision de l'écologie au sens très large et dans une approche systémique, je pense qu'on fait fausse route. Mais bon, alors, avant d'arriver sur une question qui est importante pour nous, puisqu'on s'appelle aux actes citoyens, une dernière question qui apparaît dans le chat de Lydie. Vous avez un peu abordé la question, mais donc, concernant ce fameux béton qui est si singulier, est-ce qu'il a été traité pour lutter contre l'érosion des éléments naturels, dont vous avez dit effectivement qu'il était particulièrement forte en milieu marin et salé? Est-ce que vous l'avez traité, ce béton? oui, il est traité. Ça ne se voit pas parce que c'est un traitement invisible. On a cherché à trouver ce qu'on appelle un bouche-port, qui est une espèce de film transparent qui permet d'éviter la porosité et qui permet aussi de nettoyer s'il y a des tags. Alors donc effectivement, Corinne, une grande question pour nous. Donc vous avez compris, on essaye en tant que béotien de voir comment, en tant que citoyen ou citoyenne, on peut agir pour lutter concrètement contre l'artificialisation des sols. En tout cas, préserver les sols qu'il reste, qui ne sont pas artificialisés, contribuer à la rénovation plutôt qu'à de la construction neuve. Qu'est-ce que nous, on peut faire concrètement? Peut-on faire des choses? C'est une question difficile. Comment faire? Alors, moi, ce que je pense, c'est déjà cette exigence de la qualité à tous les niveaux, de ne pas céder sur la qualité. Je pense qu'on peut tous l'avoir et tous l'exiger et être attentif à faire que c'est pas parce qu'on obtient quelque chose sur un plan environnemental qu'il faut céder sur le reste. Exiger cette qualité lorsque on fait un achat, lorsqu'on a un achat de construction, un achat de logement, un achat d'ailleurs à tous les niveaux ou une démarche à tous les niveaux, euh, c'est moi je crains que la mono-orientation et que tout le reste du coup soit mis de côté. Donc cette exigence-là de qualité au sens large euh, me paraît importante et je pense qu'on peut tous l'avoir. Après, euh, je pense qu'il y a une réflexion qu'on doit tous avoir également, c'est sur euh, quels sont, quels sont les programmes, qu'est-ce qu'on peut réintroduire pour quelles idées si on peut apporter pour produire du vivre ensemble, de la rencontre de l'autre, comment retrouver ce lien qu'on a un peu perdu, comment retisser ce que la ville classique nous offrait, c'est-à-dire le moment de rencontre, de croisement avec l'autre. Et ça, il y a peut-être des programmes, peut-être des programmes à venir, des idées d'usage, de créer des moments de rencontre. Qu'est-ce qui peut précipiter ces moments de rencontre de l'autre, ces moments de partage? Est-ce qu'il y a des activités nouvelles ou des activités de partage qu'on pourrait insuffler dans les programmes d'architecture, dans la ville,
Je vois, par exemple, on parlait des enseignes, des supermarchés, des grandes surfaces. On voit bien qu'ils se posent la question à l'heure actuelle en réintroduisant des mini-markets dans les villes, des petites surfaces à petite échelle. Donc, on voit bien qu'ils se sont posé la question, il y a quelque chose qui est en train de changer, on va consommer différemment, comment on peut s'y adapter? Et moi, je me dis, il y a quelque chose qui est en train de changer, on va travailler différemment peut-être, mais comment ne pas perdre ce lien qu'on a, que parfois le travail nous offrait, de se rencontrer, de se retrouver. Si on ne fonctionne plus de cette manière-là, qu'est-ce qui peut être, quel argument on peut proposer pour trouver d'autres formes de rencontres, d'autres moyens que par le travail, que par des lieux où on vient travailler? Est-ce qu'on a des idées à proposer pour, insuffler à nos futures réalisations, voire ou de logements ou de bureaux? Comment les bureaux vont pouvoir se transformer? C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on va faire de nos bureaux si on les utilise plus de la même manière, si on travaille à moitié du temps chez soi? Euh, Est-ce qu'on peut les utiliser à autre chose? Et est-ce qu'on peut travailler autrement, ou est-ce qu'on peut avoir des moments où on travaille ensemble autrement? On se retrouve au moins au bureau pour autre chose que d'avoir simplement son petit bureau à soi, puisqu'on l'aura chez soi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ces espaces de différent de ce qu'on faisait avant? Et je pense que là, il faut se creuser la tête parce que il ne faut pas perdre le fil non plus, il ne faut pas s'isoler les uns des autres. Et il faut penser à quelles activités on va pouvoir trouver ou partager ensemble. C'est une vraie question. Quels vont être nos bureaux demain? Est-ce que par rapport à ces sujets-là, quelque part de transformation de la ville, de nos usages de la ville, est-ce que les interlocuteurs en tant que citoyens, ce sont les municipalités? Et est-ce qu'il faut que nous, à titre individuel, on aille effectivement dans les conseils municipaux, les conseils de quartier pour être au courant des projets municipaux en cours ou peut-être des concours comme les vôtres, je ne sais pas si c'est possible, mais parce que bien souvent, en fait, volontairement, enfin, en tout cas, on est très peu au courant de ce qui se passe et Oui, parfois on voit les choses une fois qu'elles sont faites oui, ou l'expression même l'organisation d'un débat n'est plus possible. Là, je pense aussi à d'autres sujets sur l'abattage des arbres aussi en ville. Où ça, il y a de plus en plus de collectifs qui se montent là-dessus. oui. Mais c'est vrai qu'on se sent assez démunis. On comprend un peu le process, effectivement, de l'appel à concours, etc., pour vos projets d'envergure. Et nous, en tant que citoyens, vous dites effectivement, il faudrait repenser des usages fondamentaux qui nous concernent tous. Comment on vit, comment on consomme, quel lien social on veut entre nous dans la ville. Comment en fait on pourrait contribuer? Est-ce que c'est vers nos maires et les conseils municipaux qu'il faut se tourner, à votre avis, vous qui connaissez tous ces acteurs-là mieux que nous? Oui, c'est évident que les adjoints à l'urbanisme sont les interlocuteurs principaux, à mon sens. Mais également, il y a de plus en plus de villes qui délèguent des élus à l'écologie, à l'agriculture urbaine, à ces sujets-là, et, euh, et de repérer ne serait-ce que des parcelles qui peuvent être des parcelles où on réintroduise, je parle l'exemple de l'agriculture urbaine, où on réintroduit des parcelles et où on est attentif à repérer où se trouvent toutes ces parcelles-là pour les proposer, parfois, aux élus. Ça peut être une voie. Des parcelles aussi, quelqu'un parlait de réhabilitation. Ces sujets-là peuvent être repérés aussi. Je sais que sur Marseille, par exemple, il y a une usine désaffectée où la population s'est emparée de ce sujet, a anticipé et a proposé aux élus un contre-projet qui permet d'attirer l'attention, de se dire, tiens, mais c'est vrai, parfois on n'y pense même pas d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que cette ancienne usine désaffectée, eh bien, une population du quartier qui connaît parfaitement la manière dont le quartier fonctionne
c'est aussi ce qui manque au quartier et peut proposer des programmes qui manquent à ce quartier-là et qui sont totalement en adéquation, adaptés à ce quartier. Et ça, souvent, il y a l'élu est parfois en distance par rapport dans les grandes villes, n'a pas la connaissance fine du terrain proche du quartier. Et là, je vois cet exemple-là est assez fructueux parce que la population a répertorié tout ce qui manquait dans le quartier et a dit, voilà, on vous fait cette proposition, il nous manque tel et tel type d'activité et de faire la proposition, à lieu de choisir, mais à un moment donné, de donner des idées, ça peut provoquer quelque chose. Et je pense que ça, on est tous capables de dire, il me semble que il me manque que ça, sur mon territoire, il manque telle et telle activité. Ou on est tous en même de dire aussi, je désirerais travailler de cette façon-là, je n'ai pas envie de rester. Si je vais à l'entreprise, je voudrais, si je vais dans mon entreprise, c'est pas pour me retrouver comme chez moi, isolée encore devant mon écran, mais je voudrais travailler, retrouver mes collègues pour travailler autrement et pour échanger sur tout ce que j'ai fait chez moi, mais de quelle manière. Enfin, je pense qu'on peut tous, à chacun à son échelle, proposer des idées sur une nouvelle forme de partage. C'est surtout ça, je pense, parce que je crois que on va tellement, enfin, il y a des pratiques qui vont tellement changer suite à ce qu'on vient de vivre que je vois le gros sujet, on me le pose moi-même. Là, on m'a sollicité sur un projet à Paris où on me dit, on veut faire un lieu de bureau, mais on ne peut plus le faire comme on le faisait avant. Comment on va faire? Comment on le fait? Mais personne n'a vraiment d'idée. Mais pourtant, tous les travailleurs peuvent avoir une idée parce que tout le monde pratique le travail et tout le monde peut être force de proposition. Et ça peut être soumis, à des aux grands groupes, aux grandes entreprises qui produisent du bureau. Oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait que ça soit systématique, que les citoyens, ou enfin que les usagers d'un lieu ou d'un endroit dans lequel il y a un projet de transformation soient sollicités comme partie prenante du projet, parce que juste en termes d'expression de besoins, etc., ils devraient être interrogés au Exactement. même titre que d'autres acteurs. Et est-ce que Oui, oui, ça, oui. est-ce que vous, c'est une démarche que vous avez eue parce que, en fait, probablement que ça fait partie de vos valeurs et c'est comme ça que vous abordez un projet? Ou est-ce que c'est une démarche presque personnelle ou c'est une démarche qui est institutionnalisée dans les concours, d'interroger bah, voilà, les Non. habitants du territoire? Oui, non, c'est pas du tout, c'est une démarche personnelle que je fais. Heu, dans les concours, ce qu'on me demande, c'est de répondre à un programme qui est, je vous disais, les archives départementales et la bibliothèque. On m'a demandé de construire une bibliothèque et des archives. Et on m'a donné un programme extrêmement strict, rigoureux, qui est mis en place par des programmistes, qui sont des professionnels de la programmation, qui, eux, sont allés collecter auprès des usagers uniquement, auprès de ceux qui vivaient aux archives départementales et à la bibliothèque, donc aux bibliothécaires, comment ils fonctionnaient, comment ils vivaient. Donc, le programme est adapté à l'usager, à celui qui va vivre dans le bâtiment, mais pas du tout à l'environnement plus extérieur, au quartier, pas du tout. À nous d'y répondre et à nous de le faire en fonction de nos convictions. Après, si on veut chercher, on trouve. Moi, je le fais, c'est ma démarche, c'est la façon dont je travaille. Je vais puiser mes sources, mon inspiration au-delà le programme me sert d'inspiration, mais aussi le reste. Mais ça, c'est très difficile pour des élus quand ils font une commande d'un bâtiment, de faire la demande. C'est souvent très, très cloisonné, les commandes. L'espace public, en plus, les délégations sont très cloisonnées aussi. Les élus, chacun a sa délégation. C'est très difficile de les faire travailler ensemble. Et, euh, et celui qui est en charge des écoles n'est pas du tout en charge de l'espace public, etc. Et, euh, et pourtant,
c'est l'ensemble qui fait sens. C'est la superposition qui fait sens. Bon, on Mais a encore un peu de boulot. Je voudrais vous poser, Corinne, une dernière question qui boucle avec une autre partie de vos activités. J'ai pu voir que vous enseignez aussi. Et donc, une question de Corentin qui demande quel est le rôle de la formation d'architecte dans cette, en fait, quel est le rôle que la formation d'architecte doit jouer dans cette transformation du métier et de sensibilisation, formation à des nouvelles techniques de décarbonation notamment ou de construction dite décarbonée, d'ingénierie, de paysagisme, tout ce que vous avez évoqué. Est-ce que dans les corpus de formation actuels, c'est déjà intégré? Est-ce que c'est en train d'évoluer? Et est-ce que vous, en tant qu'enseignante, vous passez à vos étudiants toute votre démarche, votre philosophie de l'architecture qui vous est propre? Voilà, comment vous voyez le milieu de l'éducation, de la formation à l'architecture évoluer sur ce sujet? Oui, ça évolue, même si chacun défend son précaré, les écoles. Il y a une tendance à faire en France que les écoles se rassemblent, c'est-à-dire le paysage, l'urbanisme et l'architecture, chose qui n'existait pas. Chacun avait son école indépendante. Et d'ailleurs, en plus, concurrençait un peu et avait plutôt tendance à ne pas trop s'apprécier. Donc là, c'est vrai qu'il y a cette tendance-là. Moi, j'enseigne à l'Institut d'urbanisme, donc à l'université, non pas dans une école d'architecture, donc avec sur les grands sujets de paysage et d'urbanisme, pas du tout d'architecture. Mais je pense que ça permet davantage une ouverture, une échelle, d'aborder une échelle plus importante du paysage et de la ville. Euh, les architectes ont tendance encore à travailler sur l'architecture pure, sur le projet architectural. Et ça, les écoles d'architecture ont encore tendance à... Et malheureusement, une tendance assez fâcheuse d'enseignants qui deviennent de plus en plus doctorants, donc enseignants-chercheurs, et qui sont souvent de plus en plus éloignés de la réalité concrète du terrain, qui ne construisent plus, qui n'ont plus le sens de ce qu'est un chantier et le monde du chantier avec des ouvriers, des gens qui travaillent tous ensemble, une grande famille, et qui deviennent extrêmement plutôt des intellectuels. Mais l'architecture, c'est pas que ça. C'est du sang et des difficultés. Et c'est quelque chose de... C'est un art qui se construit, qui se bâtit. Et ça, c'est très important. Et les écoles d'architecture ont tendance parfois à rester dans l'abstraction. Et c'est un peu la critique que je ferais, même si heureusement la rencontre, le croisement va peut-être apporter de l'air neuf, le croisement des différentes écoles. Mais, et je crois aussi quand même à cette quête de la nouvelle génération qui vit différemment de fait, qui partage. On voit bien qu'on n'est plus dans la recherche d'avoir son propre véhicule, d'avoir forcément son propre appartement. On peut partager, on peut s'épauler, on peut consommer différemment. Et on voit bien que les choses changent et de fait, eh bien, leur production suivra également. Ils sont imbibés de ça, imprégnés de ça. Et la question du déplacement, par exemple, de la mobilité, elle se fera grâce à eux. On va sans doute se déplacer différemment. On voit les prémices. Bon, c'est plein d'espoir tout ça. Je vous remercie infiniment, Corinne. Il y a eu de nombreux commentaires pour dire que votre présentation était passionnante. Donc, je vous remercie. J'espère que ça vous a donné envie peut-être de revenir pour un second opus parce que j'ai encore plein de questions, bien sûr. Et puis, vous l'avez abordé en introduction. Il y a cette question à laquelle vous vous attaquez de front de rénovation, réaménagement, seconde vie des zones commerciales. Et je pense que ça, c'est un sujet, vous l'avez dit, d'avenir qui va nous concerner au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on va faire Peut-on éviter ces friches commerciales? Donc, dans une pensée, enfin une nouvelle vision globale ou
il faut repenser tous nos usages. J'aimerais beaucoup qu'on ait l'occasion d'en reparler dans une prochaine conférence dédiée quand vous aurez avancé sur ce projet délicat mais ô combien important. Donc, merci infiniment pour votre présence ce soir. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu présent. Et je terminerai juste en vous annonçant que la prochaine conférence aura lieu le mercredi 3 février avec un consultant de Carbone 4, cabinet de conseil de Monsieur Jean-Marc Jancovici, entre autres. Et nous parlerons évidemment des enjeux entre énergie et climat, des risques et des opportunités pour les entreprises aujourd'hui et comme toujours, du rôle de l'individu dans toute cette galère, mais aussi du rôle donc des entreprises et de l'État. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt et merci Corinne. Merci Au revoir. sincèrement. Au revoir. Merci, au revoir.